Bonjour à tous. Donc, Haute-Sur-Laverne, je suis cadre de santé à Lille. J'ai mon diplôme, réellement. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas suivre les protocoles à la lettre et pourquoi ça serait dangereux de le faire. Le seul conflit que j'ai aujourd'hui, c'est malheureusement avec David. Alors, effectivement, quand on parle de qualité, de sécurisation, on pense toujours à l'aéronautique qui, il est vrai, a des résultats absolument exceptionnels en termes de sécurité. Ceci dit, quand on se place dans un cockpit, on comprend pourquoi les pilotes ont besoin de procédures et de protocoles pour s'en sortir. Là où je suis à peu près d'accord avec David, c'est que quand on compare l'univers de la réanimation et un cockpit, il y a quand même quelques similitudes. Cependant, je vous pose la question, est-ce que les protocoles suffisent à garantir la qualité des soins? Nous sommes dans un contexte absolument différent d'un Boeing, d'un Airbus, je ne fais pas de pub. Ce qui nous différencie, c'est le patient. Le patient, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un être humain, avec des réactions qui sont non standardisables. Quand on se place en plus dans le contexte de la réanimation, interviennent la gravité des patients qui peuvent être variables, des défaillances multiviscérales, donc variables aussi, une charge de travail importante, de nombreux intervenants, un environnement très complexe et des techniques qui sont nombreuses. Alors, d'accord, la formalisation des pratiques s'est imposée avec notamment la certification de la Haute Autorité de Santé et un certain nombre de travaux réalisés par les sociétés savantes. Mais faut-il céder à la standardisation des soins sous prétexte de maintenir la sécurité? Je vais reprendre un petit peu la définition d'un protocole. Donc, c'est un descriptif de techniques à appliquer, on a la même avec David. Et donc, le protocole est considéré comme un référentiel et donc c'est un standard de soins. Alors, protocole, procédure, fiche technique, finalement, je pense que la dénomination, c'est pas ça qui est important, c'est l'esprit. Si on reprend quand même un tout petit peu ce qui est dit par le ministère de la Santé, la fiche technique, c'est une description méthodique, chronologique, des opérations successives à effectuer pour la réalisation d'une tâche ou d'un acte de soin, et il est écrit qu'elle doit être validée, remise à jour périodiquement lors de chaque évolution technique, scientifique et législative. Et vous allez voir après où je veux en venir. Parce que c'est un milieu, la réanimation, particulièrement technique, avec de nombreuses évolutions. Le nombre de publications scientifiques est absolument considérable, en constante évolution. Et la veille réglementaire est assez peu faite. Qui peut me dire qu'il regarde le bulletin officiel tous les matins en arrivant dans son service? D'autre part, il y a des conditions réglementaires à l'application du protocole. Code de santé publique, je n'invente rien. Un protocole, il doit être élaboré conjointement entre les médecins et les infirmiers impliqués dans la mise en œuvre. Il n'est pas question qu'un cadre de santé fasse son petit protocole dans son bureau et le sorte à son équipe le lundi matin. Ça doit être validé par l'ensemble de l'équipe médicale. Je dis bien l'ensemble de l'équipe médicale et la direction des soins. Il doit être daté, signé par le médecin responsable et par le cadre, diffusé à l'ensemble du personnel, remis aux nouveaux à l'arrivée, accessible en permanence, pas dans un bureau, évalué, réajusté. À chaque fois qu'il est réajusté, il doit être redaté, resigné par les intervenants, révisé au minimum une fois par an et revalidé à chaque changement d'un des signataires. C'est l'ensemble de ces conditions qui font qu'un protocole est valide. Eh bien, combien de protocoles dans nos services sont conformes à cette réglementation? D'autre part, l'élaboration d'un protocole, ça ne se fait pas par hasard. Un protocole, ça doit être basé sur des recommandations. Et d'ailleurs, la HAS a élaboré un guide assez important, je vous fais grâce de la lecture totale, qui explique comment
on établit un protocole et ils expliquent que ça doit être basé sur les recommandations de bonnes pratiques. Et donc la méthodologie d'élaboration des bonnes pratiques est, elle aussi, en plus du protocole, extrêmement rigoureuse. Comment on établit des recommandations de bonnes pratiques? Eh bien, il faut faire une revue systématique et une synthèse de la littérature. Donc, il faut produire un argumentaire scientifique. L'argumentaire scientifique, c'est pas en allant sur infirmier.com ou sur Google. Donc, c'est pas simple. Et donc, ça nécessite une analyse critique de la littérature qui est encore très peu faite dans nos services. Même en prenant ces précautions pour établir des recommandations de bonnes pratiques, se pose la question du niveau de preuve des recommandations qu'on utilise. Parce que certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais quand des recommandations sont établies, il y a encore une phase d'analyse de ces recommandations et ces recommandations sont gradées. Et donc, il y en a qui ont un haut niveau de preuve scientifique. On peut se dire on est à peu près sûr de ne pas se tromper. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus contestables. Et donc, si on suit la méthode et donc qu'on établit un protocole à partir de recommandations de bonnes pratiques qui ne sont pas valides, eh bien c'est comme si on construisait un mur sur des fondations qui sont mauvaises. Et voilà ce qui arrive si on applique un protocole basé sur des mauvais fondements. Et heureusement qu'il y a le regard critique et l'intelligence du soignant qui fait barrière à ces applications de protocoles qui ne seraient pas valides. Je vais revenir un petit peu sur la formation des infirmiers, parce que si le métier d'infirmier, ce n'était qu'appliquer des protocoles, alors ça serait, d'abord on ferait beaucoup d'économies, ça serait bien plus simple. On prendrait n'importe qui dans la rue, on ferait une toute petite formation et puis on lui donnerait des protocoles à suivre. Or, le nouvel référentiel de formation, déjà, bon, avant, c'était déjà un petit peu mis, mais ce qui a été vraiment mis en avant dans le nouveau référentiel de formation des infirmiers, c'est la posture réflexive. J'insiste sur le réflexif. Et dans les unités d'enseignement, ce qui est particulièrement important, c'est le raisonnement et la démarche clinique infirmière. De la même manière, référentiel de compétences des infirmières, le référentiel, j'allais dire, général, qui précise, qui donne quelques précisions sur le métier d'infirmière. Il y a une précision qui dit que les soins infirmiers doivent être faits dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé, en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologiques, psychologiques, économiques, sociales et culturelles. Ça veut dire que on sait que chaque patient est différent. Ça veut dire que chaque infirmier doit adapter ses soins en fonction du patient qu'il a à soigner. Or, il faut m'expliquer comment on pourrait faire des protocoles qui s'adaptent à l'ensemble des patients que nous avons en charge. Effectivement, la Société de réanimation de langue française s'est intéressée à la compétence des infirmières de réanimation, a fait une très belle production. Voilà, avec un certain nombre de précisions. Et le groupe n'a pas oublié de préciser dans les compétences que l'infirmière dispense des soins. Je vous ai pris un exemple. Là, j'ai même pas mis dans quelle situation parce qu'on retrouve dans toutes les situations. Il est précisé qu'il fallait assurer le bon fonctionnement et la sécurisation des dispositifs en place et en prenant compte de l'état circulatoire du patient et en regard de sa situation particulière. Sa situation particulière, ça veut dire le patient dans toutes ses composantes, ce qu'on a vu juste avant. Donc, pour en revenir aux compétences infirmières, ça ne se résume pas à effectuer une série de tâches. L'infirmière n'est pas là pour appliquer à la lettre strictement des tonnes de protocoles. Il est important de prendre en compte les éléments sociaux, physiques, psychologiques et émotionnels nécessaires à des soins de haute qualité. D'ailleurs, c'est assez démontré. Le soin infirmier idéal prend en compte l'individu et ses caractéristiques. Tout ça, voilà, je vous ai mis les références, je ne l'ai pas inventé, c'est tiré de la littérature. Et la prise de décision est individualisée selon les recommandations et pratiques reconnues dans une situation donnée. Et ce qui est mis en avant dans un certain nombre de publications, c'est que ce qui fait
la qualité des soins, c'est l'expérience et l'expertise de l'infirmière. Alors, on va se recentrer peut-être un petit peu, on va sortir des débats, on se regarde un petit peu le nombril, et on va se poser la question du bénéfice pour le patient. Il y a 2 ans, j'avais l'occasion de faire avec Adrien Constant un petit peu le tour de la littérature qui concernait la ventilation mécanique et le rôle infirmier dans ce domaine. Donc voilà, on a analysé un petit peu la littérature internationale. Et en fait, on est bien d'accord que la présence et la participation des infirmières à un certain nombre de domaines, notamment le sevrage de la ventilation, est bénéfique pour le patient. Ceci dit, ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est que dans un certain nombre d'études, quand on comparait le sevrage de la ventilation fait par les infirmiers et le sevrage de la ventilation fait par des systèmes automatisés, le système automatisé, alors pour le coup, il suit le protocole, voilà, c'est informatique. Eh bien, quand c'était géré par les infirmières, les résultats étaient meilleurs que quand c'était géré par un système automatisé. Et quels étaient les facteurs déterminants? Alors, il y avait d'autres études aussi qui regardaient le rôle des infirmiers. Et qu'est-ce qui était déterminant dans la réussite des infirmières comparée à d'autres méthodes? C'était l'expertise. Et donc, les pays qui avaient les meilleurs résultats, ce sont des pays où les infirmières ont des masters. Et puis, l'autre phénomène déterminant, c'est le ratio un infirmier pour un patient. Ce qui veut dire que plus il y a d'infirmiers, plus la qualité des soins est augmentée. Pour sortir un tout petit peu du milieu de la réanimation, sur ce papier donc, qui est paru dans le New England, donc voilà, grande revue, voilà, une étude solide qui s'est intéressée au ratio des infirmiers et qui a fait une relation entre le ratio des infirmiers présents au lit du patient et la mortalité hospitalière. Et ben, les conclusions, c'est qu'il y a une relation qui est statistiquement significative entre la dotation en infirmières dans les services nécessaires aux soins. Alors, nécessaire au soins, voilà, c'est en corrélation avec la charge de travail. Donc, il y a une relation significative entre cette dotation en infirmières et la diminution de la mortalité. Alors, moi, je vais conclure en vous posant la question, qu'est-ce qui améliore la qualité des soins? Est-ce que ce sont des protocoles ou est-ce que ce n'est pas plutôt la présence des infirmières formées et en nombre suffisant? En tout cas, j'espère vous avoir convaincu, mais moi, j'ai choisi, je préfère me battre pour avoir des infirmiers dans les services que pour avoir des protocoles. Je vous remercie de votre attention.